Bon, c'est parti. Je vais vous parler de Git. Je sais pas si tout le monde fait du Git. Il y en a qui font pas du tout de Git ici? Peut-être, non. Il y en a qui font du GitOps? Il y en a un? Bon, de toute façon, je ne vais pas vous en parler. Mais il y a quand même des petits tips que vous pourriez éventuellement récupérer. Du coup, donc Git, il effraie un peu certains développeurs et développeuses. J'espère qu'il effraie pas trop d'entre vous. Pourquoi est-ce que je pense qu'il effraie? C'est parce que c'est un outil qui est très flexible. Et du coup, s'il est flexible, il est aussi complexe. D'accord? La majorité des devs comprennent bien que les fonctionnements basiques de Git, les commits, les rebase, les checkout, ce genre de commandes. Mais souvent, ils ou elles vont pas aller plus loin, faute de temps, de curiosité et aussi parfois d'un manque de partage, un partage de connaissances, justement. Et quoi qu'il en soit, Git, il est très puissant. Et je pense que c'est important de bien le maîtriser. Alors bien, c'est relatif, mais pour moi, bien le maîtriser, c'est qu'il réponde à mon réel besoin. D'accord? Mais aussi d'en tirer le meilleur pour me faciliter dans mon expérience de dev et puis celle des autres. D'accord? Il y a votre besoin, et puis après, il y a des fonctionnalités que vous ne connaissez peut-être pas, qui peuvent vraiment vous faire accélérer, vous aider. Ça marche pour tous les outils, et notamment Git. Et du coup, je vais vous montrer quelques petites commandes de Git. Il va y avoir pas mal de code qui peuvent devenir une routine. En tout cas, ça l'est pour moi. Et ça l'est peut-être déjà aussi pour vous. On va voir. Et c'est des commandes qui vont vous permettre de faciliter votre expérience de dev et puis aussi celle des autres. Les autres, j'insiste, je l'ai beaucoup dit, mais c'est important. Il ne faut pas oublier que les autres, c'est aussi soi-même dans 2 ans, dans 2 mois, dans 2 jours, quand vous reviendrez sur votre code, ce sera un petit peu le code d'un autre. Donc faites-vous plaisir, pensez aux autres. On ne le dit pas assez. Tac, alors, je m'appelle Antoine Séol. Je suis super content d'être là parce que j'ai fait. Alors moi, je suis du Nord. J'habite à Paris, désolé, mais j'ai fait mes études à Marseille. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont fait les îles ici, peut-être. Très bien. Maintenant, ça s'appelle Polytech, mais voilà, c'est la fac de Lumini, enfin l'école d'ingé à Lumini. Et c'était bien. Moi, je suis maintenant chez Zenica, donc depuis une douzaine d'années, quasiment depuis ma sortie d'école. Et je suis développeur, je suis formateur. Alors, je suis pas formateur Git, mais j'ai des choses à dire quand même. Et puis aussi, je fais aussi partie de la direction technique depuis à peu près 4 ans. J'utilise Git depuis un bon moment. Comme la plupart des gens, ça fait un petit bout de temps qu'on n'est plus sur SVN. Mais c'est depuis 3 ans, en fait, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Pix en tant que consultant. Et ça m'a fait pas mal changer ma pratique Git. Et je trouvais ça intéressant d'en faire profiter de cet apprentissage au plus grand nombre. Voilà, donc je vais prendre un petit fil conducteur, un peu décalé, mais qui soit quand même compréhensible par tous, pour vous montrer comment revenir en arrière, comment modifier un petit peu cette historique Git, et puis pas se perdre là-dedans. D'accord? Donc je vous propose de prendre, pour exemple, la préparation d'une petite balade dans les calanques. Donc ça commence tranquillou au réveil, et quand on se réveille, on n'est pas forcément bien réveillé, on ne fait pas forcément les bons choix. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire des petites modifs. D'accord? Donc, on va commencer par se réveiller. Alors, tac. Du coup, voilà, j'utilise VS Code. C'est scripté, j'utilise Démo Magique, qui est un super outil. Vous pouvez le trouver sur GitHub. Voilà. Donc la plupart, c'est scripté, mais il y a un petit peu d'interaction. Donc c'est possible que je me plante quand même, on va voir. Mais normalement, ça va le faire. Ok, donc je crée un petit repo Git, d'accord, je suis sur ma branche main. Tac. Je change mon Git pager, c'est juste pour avoir moins de clics à faire. J'ajoute mon petit Gitignore. Est-ce que vous voyez bien? Vous voulez que je zoome un peu? Je peux zoomer un petit peu, peut-être. Tac. Tac. C'est bon? Tac. Alors forcément, j'ai pas encore de commit, donc on voit rien ici. Tac. Voilà, je fais mon premier commit. Donc là, j'ai mon Gitignore dedans, mais c'est pas très important. Et je me réveille à Paris. Pouf, j'ai un super commit. OK.
Et ben là, première erreur. Donc je me rends compte que bah non, je me suis réveillé à Marseille finalement. Donc mon commit, j'aurais bien aimé changer au moins le nom. Alors je vais souvent faire des commits vides, comme on le voit ici. Donc il y a le petit hello empty, parce que ça n'a pas trop de sens d'avoir le contenu. On fera 2-3 petites fois le contenu. Donc vous verrez souvent le petit hello empty. Et donc là, ce que je fais, c'est un commit amend. Alors je ne sais pas si tout le monde connaît le commit amend. Le principe, c'est vous allez créer un nouveau commit, d'accord, et qui va fusionner avec le commit précédent. Donc là, je crée mon petit commit, hello empty, je me réveille à Marseille, paf, tac. Et du coup, je n'ai qu'un seul commit. D'accord? Mon commit, je me réveille à Paris, lui, il a disparu. D'accord? Je fais un petit commit amend hello empty. D'accord? Et comme un commit spécifique, un commit normal en fait, si je spécifie pas le message, il va me demander de taper le message. D'accord? Donc là, je me retrouve sur un petit, je suis sur VI. Alors vous pourrez très bien le faire avec VS Code ou ce que vous voulez. Donc je me réveille à Marseille et puis voilà, je me réveille à Marseille. Tac, place, tac, tac, tac. Voilà, c'est pour ça que je scripte parce que sinon, hop, tac, tac, tac. Ouais, super. Ok. Donc là, j'ai refait un amend, et du coup, j'ai toujours qu'un seul commit. Voilà, je me réveille à Marseille, place Castellane. Ok, je fais un petit log. Bon, vous l'avez au-dessus, mais c'est pour voir un petit peu. On voit que j'ai bien un seul commit. D'accord? Et là, je me rends compte que j'ai peut-être été un petit peu trop précis dans mon commit. D'accord? Je voudrais uniquement qu'il parle de Marseille et pas besoin de spécifier place Castellane. Bon, en plus, j'ai pas besoin du place Castellane. Donc, ce que je voudrais, c'est revenir un coup en arrière. Et ben Git, je sais pas si vous connaissez le reflog. Il y en a qui utilisent le reflog? Quelques-uns? Il y en a qui utilisent le reflog sans avoir peur de l'utiliser? Un petit peu moins. Ok, alors le reflog. Alors, en fait, le reflog, c'est un alias pour walks reflogs. D'accord? C'est un log qui va vous afficher tous les changements de référence de Git. D'accord? Donc à chaque fois que vous allez taper une commande, Git va faire des changements de référence, un ou plusieurs, et ça va être logué. D'accord? Et tout ça, vous pouvez l'afficher. Donc je fais mon petit affichage, et je vois qu'il y a, hop, alors, je me réveille à Paris, ici, je me réveille à Marseille, et puis je me réveille à Marseille, place Castellane. Magnifique. Ok, donc j'ai mes 3 commits. Je vois en plus qu'il y a le petit initial, il y a le petit amend, le petit amend. D'accord? C'est pas toujours facile à lire le reflog, et pourtant, il essaye un petit peu de vous aider. Ok? Donc ce que je peux faire, c'est un petit reset. Alors je peux me baser soit sur le chat, soit sur le head 1. Comme c'est scripté, c'est quand même plus facile de le faire par le head 1. Donc ce que je vais faire, tac. Alors, voilà, le reflog, c'est exactement la même chose, hein, c'est un petit alias. Et ce que je vais faire, c'est un petit git reset head 1. D'accord? Donc je fais ça, et je suis revenu à je me réveille à Marseille. Ok? Bon, là c'est très succinct, mais on voit déjà qu'on peut faire des trucs un petit peu costauds. Voilà, on peut se retrouver sur des moments très compliqués. Vous avez supprimé des branches, vous avez supprimé des commits, vous savez plus du tout où vous en êtes. Vous passez par le reflog, et vous pouvez vous retrouver dans une situation encore pire. Mais, avec un peu de chance, ça va aller. Ok, donc j'affiche, voilà, je me réveille à Marseille, on voit que j'ai bien le petit git ignore. À chaque fois, dans chaque amend, mon petit git ignore, il s'est baladé de commit en commit. Donc c'est ce que je voulais. Ok, je vais créer une nouvelle branche. Alors peut-être vous ne connaissez pas la commande switch. Les checkout, en fait, c'est pour changer le head, mais le switch, c'est vraiment pour les branches. Donc si vous avez un git à jour, vous pouvez utiliser le git switch, et le -c, c'est pour créer la branche. Donc je vais préparer mon sac. Ensuite, je vais vous faire quelques petits commits. Hop. Je prends mon sac. Je prends mes lunettes. Tac. Je prends ma serviette de plage. J'ai 18 commits, donc ça va prendre un petit peu de temps. Non, c'est pas vrai. Hop, et puis je fais un petit reflog. Alors là, ça va être intéressant. Donc, on a le commit initial, le petit amend, le deuxième amend. Ensuite, j'ai mon reset. D'accord, le reset, il m'avait renvoyé ici, pouf. Donc je m'étais retrouvé là. Donc c'est là, mais en fait c'est là. D'accord. Et puis ensuite, je check out vers une nouvelle branche.
et j'ai mes 3 commits. Ça marche? Donc il y a une petite gymnastique, mais on voit qu'en tout cas, tout est logué. Donc c'est quand même super puissant. Ok, je peux faire un petit reflog juste sur ma branche. Très pratique. Donc je fais un petit git reflog show préparer mon sac. Et je me retrouve avec la création de la branche et mes 3 commits. Ça marche? Alors, ensuite, on va parler un petit peu de Rebase. Hop, je vais revenir sur le main. Tac. Et je vais créer un petit commit, je sors du lit. Alors, paf. Là, on disait que il y avait un collègue, une collègue, qui avait fait un commit en remote, je sors du lit, d'accord? Et moi, ce que je voudrais, c'est remettre ma branche à jour sur le main. Ok. Donc c'est le classique. Alors, je sais pas, je pense que tout le monde comprend un petit peu le rebase, mais voilà, le principe du rebase, c'est qu'il va prendre, si je rebase à partir de main, il va partir du dernier commit de main, je sors du lit, d'accord? Et il va reprendre mes commits un par un. Donc il va prendre, je prends mon sac, comme un cherry pick en fait. Ensuite, je prends mes lunettes, il va les mettre derrière, et je prends ma serviette de plage. Ok? Si je fais ça, tac, donc je reviens sur préparer mon sac, et je vais faire mon petit rebase. Je fais un rebase main, paf. Ok? Donc, je me réveille à Marseille, je sors du lit, je prends mon sac, je prends mes lunettes, je prends ma serviette de plage. Ok? Et les branches, elles sont alignées. Préparer mon sac, il est bien sur main. Ok? Et là, ce qui va être intéressant, pouf, c'est de voir le reflog. Et là, c'est pas forcément évident. Donc, je prends mon sac, je prends ma serviette de plage. J'affiche pas le en dessous, enfin on l'affichera après, mais c'est pas intéressant. On a le petit commit, je sors du lit, vous vous rappelez. Ensuite, on revient sur le prepare mon sac, et c'est là où je vais commencer le rebase. D'accord? Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, le principe du reflog, c'est pas comme un historique par exemple de votre shell. Votre shell, vous allez faire une commande, il va vous mettre une entrée dedans. Et Git, lui, il va faire autant d'entrées dans le reflog qu'il fait de changements de référence. Et donc le rebase, il fait un petit rebase start ici, il fait un checkout, il part du main, comme on l'a dit. Ensuite, il va faire un pick de je prends mon sac, un pick de je prends mes lunettes, un pick de je prends ma serviette de plage, d'accord? Et ensuite, pour finir, il revient sur préparer mon sac. Ok? Donc c'est là où, si vous faites un petit, je sais pas, par exemple vous avez fait un rebase, vous voulez revenir un cran en arrière avant votre rebase, attention, ça ne sera pas le head 1, sinon vous allez vous retrouver dans un état detached et ça va être un petit peu compliqué. Donc faites attention à ça. Touc. Ok, donc je vais créer une nouvelle branche. Petite arrivée dans les calanques. Touc. Et je vais faire encore des petits commits. Alors, je prends le bus 22. Je sors de chez moi. OK. Bizarre. Ensuite, je descends du bus. Ensuite, je prends un petit sandwich. Tac. Alors, je ne l'ai pas fait pour le sandwich, mais je vais quand même rajouter, je vais me faire un petit milkshake. Je vais prendre un petit milkshake, donc je vais rajouter des fraises. Donc là, je rajoute un petit fichier que je vais mettre dans le commit, ça va permettre de faire de vous expliquer d'autres choses. Je prends donc mon petit milkshake, hop, qui inclut donc des fraises. Je rajoute le petit fondant, hop, et je prends un petit dessert, magnifique. Ok? Et donc là, je vais vous montrer, alors on se rend compte que y a quelques petits problèmes dans mon historique. Si je fais un petit git log, alors je me réveille à Marseille, tout ça c'est bon à peu près. Tic tic tic. Je sors du lit, pouf pouf. Alors, tic tic tic. Ouais, c'est bon. Ok. J'ai changé un truc hier soir, ça colle plus, mais ça va marcher quand même. Donc, je prends le bus 22. Alors, je sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Lumini, partant de Place Castellane. C'est pas le bus 22, c'est le bus. Il y en a qui savent? Le 21. Ah, il y a peut-être le 1 aussi? Moi, je prenais le 21 en tout cas, mais il y en a peut-être d'autres. Et ensuite, je sors de chez moi. Ce serait peut-être bien de mettre le je sors de chez moi avant
de prendre le bus, à moins de faire de la tyrolienne. Je descends du bus, je prends un petit sandwich. Donc là, on verra pour rajouter un petit fichier sandwich. D'accord. On verra aussi pour supprimer le meal check. Parce que j'ai déjà un petit dessert. Et quand même, faut pas abuser. Tac. Alors, comment ça marche? Le Git rebase interactive. D'accord. Donc, le principe du Git rebase interactif, c'est un rebase. Il va faire un petit peu la même chose que je vous ai expliqué avant. Il va partir de headset, donc 7 coups en arrière. D'accord. Et puis, le principe, c'est qu'il va réappliquer à partir du commit, donc headset, il va réappliquer tous les commits. Et pour chaque commit, je vais pouvoir y ajouter une action. D'accord. Pour éventuellement le modifier, pour le déplacer, pour faire tout ce qu'on veut. Voilà. Et puis, je vous rajoute en plus l'auto-stash. Là, il n'est pas trop nécessaire. Ça vous permet, avant de faire un rebase, de stasher tout ce qui est pas staged. Et puis, il fait un petit pop à la fin. D'accord. Sinon, il va râler. Alors, du coup, on a dit. Donc là, je me retrouve dans mon Git rebase interactif. Encore une fois, là, vous êtes dans. Je suis sur VI, hein, mais vous pourriez très bien le faire avec n'importe quel éditeur. Donc on voit mon premier commit. Alors là, ça va de haut en bas, attention, parce que dans le log, souvent c'est l'inverse. On voit qu'on a fait mon petit update tref, mais ça, c'est pas intéressant. En fait, pour chaque commit, voilà, ici, il met pick, c'est par défaut. Donc c'est ce qu'on a dit. Par défaut, il prend chaque commit et les applique. D'accord? Donc ce que je veux, moi, c'est d'abord, je vais déplacer, je sors de chez moi, tac, ici. Donc je prends ma serviette de plage, je sors de chez moi et je prends le bus. Et deuxième étape, je vais remplacer le nom du commit. D'accord? Donc pour ça, alors vous avez des petites explications en dessous. Tac, je vous laisserai regarder si vous voulez le refaire chez vous. Nous, on va utiliser le reward. D'accord? Vous pouvez mettre soit reward, soit R. Donc je remplace le pick par un reward. Ok, donc là le principe c'est normalement, il va prendre la serviette de plage, je vais sortir de chez moi, et puis il va me proposer de renommer le bus. Voilà, c'est ce qu'il fait. Tant mieux. Tac. Et je prends le bus 21. Touc. Ok, et après il n'y avait pas d'action, donc il les a réappliqués un par un. Je sors de chez moi, tout va bien, je prends le bus 21, je descends du bus, je prends un sandwich, je prends le petit meal check et je prends un petit dessert. Ok? Ça marche? Tac. Et du coup, je vais rajouter mon petit sandwich. Le petit luminien poulet. Petite dédicace pour ceux qui connaissent. Tac. Et puis je vais rajouter un commit. Donc j'ai un petit commit ici, ajout sandwich poulet. En fait, j'en ai pas besoin de ce commit. Je voudrais ici le mettre au niveau de je prends un sandwich. D'accord? Tout à l'heure, on avait fait un amend. Là, on ne peut pas faire un amend parce qu'il y a du monde entre les deux. Mais le rebase interactif, il vous propose de faire une espèce d'amend et ça s'appelle le squash ou le fix-up. Et bien, on va faire ça. Donc, je vais faire un petit git rebase interactive main. Alors, tout à l'heure, j'avais fait headset, mais le plus simple, enfin, moi, ce que je fais tout le temps, en fait, c'est je prends la branche principale là d'où part ma branche. Donc il va vous proposer tous les commits de votre branche. Comme ça, vous n'avez pas à choisir le nombre de commits. Ça va être tous les commits de votre branche. Après, si vous avez 200 commits sur votre branche, c'est un peu dommage. Si vous avez 200 commits sur votre branche, c'est peut-être que c'est pas une bonne branche. En tout cas, c'est peut-être pas une bonne feature branche. Et du coup, ce que je fais, pouf, je prends un petit dessert, je prends mon sandwich poulet, tac, et donc là, je vais le mettre ici, tac, et je me mets en squash. Ok? Alors, la différence entre le squash et le fix-up, c'est que le squash, il vous propose de modifier le message. D'accord? Le fix-up, il va prendre le premier message, donc je prends un sandwich. Donc en fait, il vous propose les deux. Alors, je prends un sandwich, ce sera le message que vous verrez vraiment dans votre commit. On pourrait laisser le deuxième, là je vais le supprimer. Tac. Ok, tac, donc là, je prends un sandwich, et il y a bien mon petit luminien poulet. Tac,
Magnifique. Alors, je me rends compte que j'avais pas envie de poulet. J'avais envie d'une petite omelette. Donc, tac, je recrée un nouveau commit. Alors, je pourrais faire un squash pareil, sauf que il y a des commandes qui vous permettent de le faire beaucoup plus facilement. Je vais utiliser un git commit avec l'option fixup. Tac. Donc, je fais un fixup et je lui dis sur head 2. D'accord? Donc, il va faire 0, 1, 2. Tac. Donc, je vais me retrouver. En fait, je vais faire un fixup sur je prends un sandwich. D'accord? Toc. Je fais ça. Alors, c'est magnifique. Il l'a retrouvé. Il m'a mis le nom fixup, je prends un sandwich. Bon, vous me direz, c'est pas ouf. Il faut encore faire toutes les étapes. Mais il y a une petite option sur le rebase interactif qui s'appelle Auto Squash. Alors, il aurait pu l'appeler Auto Fixup, mais non. Et voilà, et le principe, c'est qu'en fait, il va le voir directement que le fixup, je prends un sandwich, eh ben, il va se caler automatiquement en dessous de je prends un sandwich. Il sauvegarde pas tout seul, mais du coup, moi, j'ai juste à sortir et ça va marcher. Tic, tic, tic. Je vais aussi supprimer mon milkshake. Alors, il y a deux façons de supprimer. Soit je fais un D ou delete, d'accord. Soit je supprime la ligne. Ça marche aussi. Si vous supprimez la ligne, bah, il ne va pas le reprendre dans le rebase. À vous de voir. Souvent, au début, on met le delete, puis après, on s'embête plus. Et de toute façon, bah, si vous l'avez perdu, vous l'avez toujours dans votre reflog. Ça, c'est magique. Ok, je vais vous montrer une dernière petite commande, le -exec. En fait, il n'est pas spécifique au rebase interactif, mais c'est sur le rebase interactif où potentiellement vous pouvez avoir le plus de bugs. Vous allez avoir potentiellement des merges un peu bizarres, des conflits de merges. Le principe du exec, ça vous permet, entre chaque commit, d'exécuter une commande. Par exemple, des tests, par exemple un linter, pour vous assurer que chaque commit est valide. D'accord? Et ça, vous pouvez le faire sur un rebase normal. Alors ça peut être très très long, ça peut être très complexe, mais voilà. Personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup, mais ça peut être quand même super pratique. Alors vous noterez que je n'ai pas encore le test, mais je vais le rajouter juste après, on va voir ça. Voilà, donc ce qu'il a fait, il a fait un exec, touk touk touk, et ça vous pouvez le faire à la main quand vous faites un rebase interactif, bah hop, il est là, pouf. Il vous propose le petit exec. En fait, vous pourriez le mettre qu'à certains endroits. C'est vrai que si de toute façon ça passait bien, pas de souci, mais vous pourriez le mettre par exemple en dessous de votre fixup. Tac. Et donc ce que je vais faire là, c'est je vais éditer un commit. En fait, ce que je voudrais faire vraiment, donc je peux me mettre en edit, je vais me retrouver dans mon commit, et là je pourrais faire ce que je veux. Je peux modifier mon commit, je peux le supprimer, je peux faire vraiment tout ce que je veux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les fichiers de test dans ce commit et créer un nouveau commit dans le commit. Alors, pour ça, je fais un edit. Pouf. Tac. Donc là, je suis dans mon commit. Et ce qu'il vous dit, c'est si vous rajoutez des nouveaux fichiers, il faudra faire un petit commit amend, d'accord, pour le mettre dans votre commit. Sinon, vous pouvez créer un nouveau commit. Et une fois que vous avez terminé, vous faites un git rebase continue. Et lui, il va continuer de faire son rebase. Donc là, je rajoute mon fichier. J'ai un petit test. Hop. Je lui ajoute les droits pour pouvoir l'exécuter, sinon ça ne marche pas. Je rajoute un petit commit CI ready, parce que c'est tout ce qui compte pour la CI, c'est bien connu. Tac. Voilà, donc là il m'a rajouté mon petit fichier et on voit que j'ai mon commit CI ready ici. D'accord, là je suis en mode detached. Alors bon, c'est pas le vrai prompt, mais voilà, en tout cas je suis en mode detached. Je suis à l'intérieur de mon rebase. Donc là le principe c'est qu'il va me remettre tous ces commits au-dessus de CI ready. Ok. Donc là, je fais un petit git rebase continue. Je croise les doigts. Des fois, ça marche pas. Ok. Donc là, ça marche pas, mais c'est normal. Il a exécuté mon test, et moi, j'ai copié mon fichier de test qui plante. D'accord? Donc c'est cool, ça marche pas, mais je suis content quand même. En plus, j'ai des tests. Ça, c'est bien quand même d'avoir des tests. Donc il me dit, attention, le test, il a fail, et donc ce qu'il fait, c'est qu'il bloque sur le commit. D'accord? Donc là, vous pouvez faire des modifs, et éventuellement, vous pouvez relancer vos tests. Ok? Nous, on va pas trop s'embêter. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier tac,
ça. Alors, ouais, le git rebase edit to do, ça vous permet de revenir sur le prompt et puis de faire tout ce que vous voulez. Tac. Et du coup, je vais faire un petit edit. Je vais copier mon fichier OK, je vais lui donner les droits. Je vais faire un petit amend, paf, sur mon CI ready. Touc. Et je fais un petit git rebase continue. Et ça marche pas. Alors, c'est pas grave. Touc. Ça va, je suis à la fin. Pourquoi il marche pas? Je sais pas. Touc. Ok, donc normalement ça devrait marcher. Si je fais un petit git commit-amend, tac. Ok, qu'est-ce qu'il me dit? Promis, ça va aller vite. Ouais, rebase, continue. Ok, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, et du coup là, ce qu'il a fait, bah, il a lancé tous les autres commits avec les tests qui passent. D'accord? Et donc il a fini mon petit rebase. Tac, donc j'ai tout ça, pouf, j'ai mon petit CI ready. Alors, j'ai fait j'ai créé un commit un petit peu n'importe où. Donc là, il faudrait éventuellement le replacer. Mais voilà, j'ai pu recréer un commit, j'ai pu modifier. On a vu que là, on pouvait faire un petit peu tout ce qu'on voulait. Hein. Et ça, c'est quand même super puissant. Ok, tac. Alors, pouf, on va revenir un petit peu à la presse, on va un petit peu débriefer. Touc. Alors, qu'est-ce qu'on risque? Là, on a vu quand même qu'on a fait pas mal de choses. Il y a un petit peu de danger quand même. Voilà, tous ces outils, ils peuvent provoquer des gros conflits. Ils peuvent potentiellement écraser. Vous pouvez perdre des données, vous pouvez perdre des branches. On a vu aussi qu'on pouvait les retrouver. Ça, c'est quand même pas mal. Voilà, en tout cas, donc potentiellement, vous allez perdre beaucoup de temps. Vous allez perdre éventuellement des collègues, peut-être des amis. Donc voilà, faites attention à ça. On va déconseiller, voire interdire d'utiliser les amends, les rebases interactifs si les changements ils sont sur des branches partagées. Et encore plus si c'est sur des branches qui sont impactées par le continuous delivery. D'accord? Si c'est déployé quelque part, sauf si vous êtes tout seul dessus, bah, ne le faites pas. D'accord? Vous changez l'historique, donc vous changez la vérité de votre branche. D'accord? Votre branche, normalement, c'est elle qui a une histoire, qui détient la vérité, et vous changez tout ça. Ça a vraiment des impacts. Faites attention à ça. De toute façon, Git, il ne vous laisse pas le faire si vous faites un commit, un push, pardon, et que de l'autre côté, quelqu'un a déjà fait quelque chose, il va vous dire c'est pas possible. D'accord? Il y a des refs de l'autre côté que vous n'avez pas, donc ne le faites pas. On peut le forcer avec un git push, mais a priori, il ne faut pas le faire. D'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est un push-force with Liz. Le principe du force with Liz, lui, il va aller rechercher est-ce que depuis votre dernier fetch, depuis que vous avez été voir sur le repo distant, est-ce que quelqu'un d'autre a commité? D'accord? Ça, c'est super important. Après, peut-être que quelqu'un est en train de bosser sur la branche, il a fait tout un tas de trucs géniaux, et vous pushez entre-temps, bah, là, on ne pourra pas savoir. D'accord? Donc, faites attention à ça. Bah, ça passe peut-être aussi par de la communication et tout ça. Mais en tout cas, ne faites a priori jamais de push force. Faites toujours un petit push force with Liz. Parfois, eh ben, c'est plus sage de faire un revert. D'accord? Bah, notamment si vous avez un gros bug en prod. On ne va pas effacer le petit bug. Alors peut-être pour des raisons de sécurité, il peut y avoir des trucs. Vous pouvez un petit peu... Mais en général, non, on va faire un petit revert. D'accord? C'est important aussi de garder une trace de vos erreurs. Du coup, vous pouvez faire un petit git revert avec le chat, et lui, il va vous créer un nouveau commit. D'accord? Avec, bah, en gros, l'inverse de ce que vous aviez fait. Et si tout va bien, vous n'avez plus de bug. Après, si vous avez effacé la base de données, là, je peux pas faire grand-chose pour vous. Donc ça, c'est important. Voilà, il faut quand même parfois garder les problèmes. C'est bien d'avoir les clés pour réécrire l'histoire, mais il faut garder en tête que bah, rien n'est parfait, et c'est normal. D'accord? Il faut parfois garder une trace de toutes ces erreurs. Ok? Alors, en parlant d'erreurs, pouf. C'est un petit tweet de Jacques Tauber, c'est un senior engineer.
à Netflix, d'accord, qui a fait un petit projet que je suppose est un projet perso. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a beaucoup de commits, il y a beaucoup de noms de commits. Bon, je pense que tout le monde en a fait un petit peu des comme ça. Bon, lui, il y en a vraiment quand même beaucoup, beaucoup. Et en plus, ils sont très drôles. D'accord? Mais dites-vous que si quelqu'un vient bosser là-dessus, ben, ça va pas forcément être cool. Si lui, il revient dessus pendant un an, bon, je pense qu'il va rigoler. Mais il va peut-être pas tout comprendre. Donc attention à ça. J'avais trouvé un commit aussi que j'ai pas retrouvé de... Enfin, j'avais vu un tweet de Evan You qui a créé Vue. Et c'était un petit peu le même genre. Donc voilà, c'est normal de faire des erreurs. Après, on peut revenir dessus. Bon, eux, ils l'ont pas fait, a priori. Ça peut avoir du sens. En tout cas, on va revenir sur les avantages. Et il y en a plein, forcément. Gros avantage, eh ben, il faut plus hésiter avant de committer. D'accord? On va committer plus souvent. Vous avez plus d'hésitation, donc vous pouvez committer. De toute façon, vous pourrez revenir derrière si besoin. D'accord? On peut se permettre de se tromper. C'est super important de se tromper, d'accord? Parce que on se trompe toujours et ça permet aussi de s'améliorer. D'accord? Si je peux citer Samuel Beckett, try again, fail better. Vous pouvez mettre ça sur votre LinkedIn, et ça va être super top. Mais c'est important, il faut toujours se dire que on échoue, on apprend et c'est normal. D'accord? Si c'est des petits trucs, une typo sur un commit, j'ai oublié de linter, ce genre de choses, bah oui, là, réécrivez votre petit historique. Si vous avez fait une grosse boulette, bah ça vaut peut-être le coup de l'historiser, d'accord, pour pas la refaire en fait. D'accord? Un autre avantage qui en découle, c'est d'avoir un historique clean pour les revues de code. Je sais pas s'il y en a ici qui tout le monde fait des revues de code, j'espère en tout cas. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est vraiment galère de faire des revues, qui n'aiment pas faire les revues? Non, ça va? C'est vrai ça? J'ai un doute, mais c'est bien, tant mieux si vous le faites. C'est probablement que les revues, elles sont bien faites. Enfin, en tout cas, les PR sont bien faites. D'accord? Donc, le principe, c'est d'avoir un historique clean pour les revues de code. Donc, une revue qui soit commit par commit. D'accord? Le principe, c'est que dans votre PR, avec vos commits, vous pouvez raconter une histoire. D'accord? Et du coup, ça va être beaucoup plus simple à la relecture. D'accord? Vous allez pouvoir... en fait, ça va pouvoir être lu, ce que je disais, comme une histoire. Et voilà, les feedbacks seront donc plus rapides, ils seront plus pertinents. Forcément, c'est plus facile à lire, c'est plus facile à commenter. Voilà, donc les collègues, ils vous feront des reviews qui seront beaucoup plus volontaires. Vous en aurez plus rapidement. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. D'accord? Faut pas oublier que les revues de code, c'est validé, effectivement, on met sa petite coche. Mais avant tout, c'est pour apprendre, pour comprendre et pour partager du code. D'accord? On apprend énormément en lisant du code. Et surtout en lisant le métier. Il faut que tout le monde ait connaissance du code. D'accord? Mais si le code il est incompréhensible, c'est difficile. Voilà, ça peut permettre éventuellement de corriger, de faire des corrections, de trouver des bugs plus facilement. Je ne sais pas si y en a qui connaissent le guide Bisect. Voilà, ça permet par bisection, donc justement, de trouver un commit spécifique, par exemple l'apparition d'un bug. D'accord? Alors plus vous aurez de commits, plus la bisection elle va prendre de temps. Par contre, une fois qu'elle est trouvée, vous aurez identifié très rapidement votre code. D'accord? Comme vos codes ils sont tout petits, ça marchera beaucoup mieux. D'accord? Donc on va essayer de faire des commits atomiques le plus petit possible. Et puis on peut essayer aussi de faire des commits sémantiques, d'accord, qui ont vraiment un sens. D'accord? Un sens et pas plusieurs aussi. Pour vous aider à ça, vous pourriez utiliser des conventions de commit, d'accord, que vous pouvez notamment valider avec des hooks de pré-commit. Moi, je vous conseille par exemple les conventional commits ou Gitmoji, ou les deux. Moi, je fais les deux, mais voilà, c'est pas obligatoire. À quoi ça va vous servir d'utiliser ces conventions? Notamment pour les reviews, d'accord, mais pour plein d'autres choses, comme par exemple l'automatisation des changelogs, ça c'est important, et puis le versionning aussi. D'accord, vous allez savoir par exemple si un changement, c'est un breaking change, ce genre de choses, ou si c'est juste un petit bug fixe. D'accord, ça vous pouvez le spécifier dans le nom du commit. Voilà, et puis rendre le monde vaguement meilleur. Alors moi je bosse, du coup je vous en ai parlé vite fait tout à l'heure, je suis en mission chez Pix depuis à peu près 3 ans.
PIC, c'est un groupement d'intérêt public. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des neveux, des nièces qui sont au collège, lycée, maintenant c'est obligatoire. Il y en a beaucoup comme ça, il y en a forcément quand même moins. Mais voilà, le but en tout cas, c'est d'évaluer et développer les compétences numériques pour tous les citoyens français et d'ailleurs en dehors, on part pas mal à l'international. C'est gratuit et c'est plutôt bien. C'est les compétences numériques, mais au sens large. D'accord ? Comme je viens de le dire, donc, on peut évaluer les compétences numériques et en plus, tout le code source de la plateforme, il est open source. D'accord ? C'est deux facteurs qui font que l'on se doit d'avoir un code exemplaire, ou le plus possible. Et nous, on essaye de l'être. D'accord ? Le code, il se doit d'être clair. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les commits, tout votre historique, il fait aussi partie du code. D'accord ? Donc pensez à ça. Essayez de faire les choses le mieux possible. D'accord ? Voilà, du coup, c'est... Voilà, l'open source. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est important. Alors effectivement, pour un projet perso, ça paraît peut-être un peu superflu, mais dites-vous que ça vous servira tout le temps. Vous reviendrez sur ce projet perso. C'est pas très très contraignant de revenir sur ces commits, de faire un petit peu les choses mieux. Donc voilà, vous pouvez le faire sur des repos publics à 1000 étoiles, mais vous pouvez très bien le faire sur un petit repo que vous faites la nuit et qui sortira jamais de votre petit GitHub ou votre petit GitLab. Bon, en tout cas, ça aura moins d'impact, c'est sûr, si vous ne le faites pas. Tac. Alors, quelques petits trucs à retenir. Hop, le guide config global RE. J'ai mon manager pas du tout tech, qui adorait poser cette question. Qu'est-ce que le RE? Le principe du RE, par contre, ça peut vraiment sauver des vies. Quand vous faites un rebase notamment interactif, vous allez rebaser plein de commits les uns après les autres. D'accord ? Et des fois, il y a un petit conflit qui va apparaître une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. D'accord ? Et forcément, c'est horrible parce que vous fixez tout le temps le même truc. Alors la première fois, vous dites OK, la deuxième fois, vous dites putain, c'est pas possible. Et puis, voilà. Après, vous prenez un café, vous revenez. Le principe du RE, lui, c'est qu'il va enregistrer la résolution. D'accord ? Alors, il le fait pendant un temps déterminé. Après, vous pouvez forcer le prune, mais comme le reflog, d'ailleurs, il y a une durée de rétention que vous pouvez changer. Pour le RE, c'est pareil. Voilà, je vous conseille fortement de l'appliquer. Lui, il va vous réenregistrer tout ça, et du coup, vous ne résolverez le conflit qu'une seule fois. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Le rebase auto stash, donc on en a parlé, c'est avant le rebase, il va vous faire un stash. Après le rebase, il vous fait un stash pop. Ça, c'est plutôt cool. Le petit commit fix-up qui vous fait un petit commit de fix-up automatiquement, d'accord, et ça va avec l'auto-squash. Lui, il va vous prendre en compte le commit de fix-up dans l'auto-squash. Voilà, j'en ai pas parlé. Le petit rebase abort qui peut aussi vous sauver la vie. Si vous avez fait des trucs complètement bizarres dans votre rebase, notamment le rebase interactif, vous pouvez faire un petit rebase abort et il reviendra avant que vous ayez commencé ce rebase. D'accord ? N'hésitez pas à le faire. Alors, vous allez peut-être avoir perdu du temps, mais des fois, il vaut mieux revenir en arrière et assumer ses erreurs. Et puis, du coup, le git rebase exec, c'est un truc qu'on peut utiliser aussi pour lancer des tests, pour lancer des lints, pour être sûr que tout se passe bien. Voilà, du coup, petit aussi pour reparler de ça, donc le reflog. Le principe, c'est le petit joker perso, d'accord ? C'est uniquement local, et vous allez pouvoir voir tout ce que vous avez fait, et vous allez pouvoir modifier, revenir sur tout ce que vous avez fait. Donc ça, c'est super important. Pour les petites bêtises, mais aussi pour les grosses bêtises. Et puis ensuite, l'amend et le rebase interactif qui vont vraiment aider à avoir un repository compréhensible, agréable pour travailler en équipe, et voire plus si vous êtes sur de l'open source avec des équipes à distance et tout, ça peut vraiment rendre service aussi. Voilà, on peut tout remodifier et donner un sens à son travail, et notamment une sémantique. Voilà pour moi, j'espère que tout ça vous parle, que ça vous donne envie de faire encore mieux, de mieux faire et puis de mieux partager. D'accord ? On est très souvent, on travaille avec d'autres gens, avec d'autres personnes. Parfois, cette autre personne, c'est soi-même. Voilà, donc pensez toujours à ça. Merci à vous. Et puis, voilà, si vous avez des questions, je suis là. Merci d'être restés.